Bonjour les futuriens et bienvenue sur la chaîne de Docteur Futuro. Donc aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'avoir comme invité Stéphane Mallard. Bonjour Stéphane. Salut. Donc tu es auteur, entrepreneur, conférencier, keynote speaker et tu te présentes également comme digital évangéliste. Tu as notamment écrit un livre qui s'appelle Disruption, intelligence artificielle, fin du salariat, humanité augmentée. Livre dans lequel tu avais justement prédit l'arrivée d'agents conversationnels comme ChatGPT. Et dans ce livre, tu parles aussi principalement du coup du futur du salariat, ou du moins, ce qu'il en restera avec, l'intelligence artificielle et aussi bien sûr de l'humanité augmentée. Et du coup pour, en revenir, au terme digital évangéliste, ça veut dire quoi pour les personnes qui ne connaissent pas? Ah bon, en réalité, j'utilise plus trop ce terme, hein. Je l'utilisais plutôt entre 2014 et 2016-17. En OK, fait, les évangélistes dans la tech, c'est un métier aux États-Unis, chez les géants de la tech ou les startups, qui vise à diffuser des idées sur ce nouveau monde numérique qui émerge avec les nouvelles technologies pour essayer de convaincre des gens de l'adopter, de ne pas en avoir peur. Enfin bref, en gros, c'est de la grosse pédagogie sur ces sujets-là. On appelle ça évangéliste parce que comme les évangélistes le faisaient avec la religion, sauf que cette fois-ci, c'est avec la technologie. d'accord. Et du coup, comment, la notion de, disruption a-t-elle évolué ou s'est-elle affinée, depuis que tu as écrit ton livre, particulièrement en ce qui concerne, l'IA générative et les LLM, donc les modèles de langage, aujourd'hui? Alors en fait, c'est 2 concepts assez différents. Le concept de disruption que j'avais évoqué dans mon livre, c'est un concept qui existe aux États-Unis, depuis, les années 90. Alors il y a on dit qu'il y a grosso modo 2 théoriciens là-dessus. Le premier, c'est sur le marketing. C'est un type qui s'appelle Jean-Marie Dru, qui a d'ailleurs déposé le concept de disruption dans la communication et le marketing pour réinventer la manière de voir les choses et de les présenter. Mais il y a aussi, Christensen heu, qui a comment dire, développé ce concept d'innovation disruptive où il explique que justement on vient casser un marché par le bas avec des choses beaucoup plus simples qui rendent obsolètes les anciennes. Et donc moi, c'était plutôt sur celle de Christensen que j'avais développé la thèse de mon livre. L'idée que finalement, avec les nouvelles technologies, on peut tout casser, tout rendre obsolète pour tout réinventer. Mais que ce soit nos manières de faire, de penser, de communiquer, les produits, les services, la politique, tout ça. Et donc, j'expliquais qu'on est en train de changer de paradigme, ce que j'ai appelé la disruption de mon livre, sur ces 2 concepts de ces 2 auteurs, qui s'accélèrent avec les nouvelles technologies. Ce qui s'est passé depuis, c'est qu'on a eu une grosse accélération dans l'IA. Alors, on a eu le deep learning, les réseaux de neurones à couche profonde, depuis 2010-2012, que tout le monde connaît maintenant, hein, qui savent reconnaître des cancers, des images, etc. Enfin, qui savent reconnaître des objets, des concepts sur des photos. Mais on est allé beaucoup plus loin maintenant avec le traitement du langage, avec les LLM, c'est-à-dire des algos qu'on appelle bayésiens, qui sont capables statistiquement d'anticiper ce qui vient après. C'est-à-dire tu mets une séquence de mots et il te dit ce qui vient après. Et quand tu poses une question, bah, de manière magique, ça te donne la réponse aussi parce que ça anticipe statistiquement. Et plus tu mets des gros blocs en entrée, plus tu as des blocs précis et structurés en output. Ça, c'est la nouveauté. On ne pensait pas que ça arriverait aussi vite. Moi, je me souviens que j'avais écrit Disruption, on avait des gros problèmes sur le traitement du langage, hein. D'ailleurs, j'expliquais que les chatbots, c'était une énorme arnaque, que toutes les boîtes disaient qu'il y avait de l'IA partout derrière, alors qu'en réalité, la plupart des modèles, c'était de l'informatique traditionnelle, hein, avec des if, du conditionnel. Là, on commence à avoir des modèles de plus en plus dynamiques, et en fait, ça change tout. OK, et du coup, le métier de développeur dans 5 ans, tu penses qu'il est toujours là? Alors, moi, je suis un ancien développeur. Je tiens à le rappeler parce qu'en fait, il y a plein de gens qui savent pas. La plupart des gens qui me découvrent, ils vont sur mon LinkedIn et ils voient Sciences Po. Du coup, ils me disent: «Faut pas le prendre au sérieux, il connaît rien à la tech». Non, c'est pas vrai. J'ai fait du code, j'avais 12 ans, je faisais du C, je faisais du PHP, je codais sous Linux, je recompilais mon noyau, j'avais 4 serveurs dans ma chambre. Enfin, j'ai grandi vraiment là-dedans aussi. Mais c'est vrai que j'ai étudié l'économie et la finance à l'école et que mon premier job était dans la finance, mais sur la partie, innovation et technologie. Donc je connais quand même assez bien le sujet du code, hein, il m'arrive de continuer à coder. Et ce que je crois en fait, c'est que finalement c'est assez simple, hein. Le code, c'est une manière de s'adresser à la machine pour lui faire exécuter des instructions. Mais le langage aussi entre les humains, c'est notre manière de nous faire exécuter des instructions les uns les autres, qu'on appelle la communication. Bah, ce qui se passe, c'est qu'en fait le code qui au départ était très complexe, tu avais du binaire, hein, juste des transistors qui s'allument et qui s'éteignent. Et ensuite, on est allé sur de l'ARM, sur des langages un peu plus évolués, le C, ensuite l'orienté objet. Et maintenant, on a des langages très puissants, très dynamiques. Alors, tu connais bien le PHP, mais on est allé aussi ensuite Mmh. sur des langages comme le Python aujourd'hui qui sont très, très utilisés. Et ça, c'est en évolution permanente. Mais l'idée, c'est de dire que plus les langages évoluent, plus se rapprochent du langage ultime qui est le langage humain. Ce qui veut dire que demain, idéalement, il faudrait qu'on puisse parler à une machine comme on parle à un être humain,
pour qu'elle puisse exécuter des instructions. Ça, c'est quelque chose qu'on fait de manière assez courante dans la nature, hein. Quand tu parles à un chien, tu lui donnes un prompt, hein, tu lui donnes une commande, comme on fait avec ChatGPT aujourd'hui. Bah, en fait, on fait la même chose entre humains, mais de manière beaucoup plus complexe. Et bah, l'idée, c'est de faire la même chose avec des machines. Et je pense que c'est exactement ce qui est en train de se passer avec l'arrivée de l'IA. C'est que bah, de plus en plus, on va être capable d'interagir avec des machines de manière complexe, de manière de plus en plus floue, et la machine sera capable de comprendre notre intention et de l'exécuter, de traduire ça en instruction, c'est-à-dire en code pur, binaire, que la machine peut ensuite exécuter. Ce qui veut dire que, bah, une fois qu'on a donné à la machine les capacités de se programmer elle-même et de comprendre le langage humain, bah, tu pourras lui faire ce que tu veux, hein. C'est encore un peu utopique, mais c'est la tendance en tout cas. D'ailleurs, dans ton livre, tu balances, souvent des punchlines, par rapport aux experts. Qu'est-ce que tu peux dire de l'expertise à l'heure de ChatGPT? Ah oui, alors en fait, ma thèse, c'est pas qu'une thèse avec la tech et l'IA. C'est d'abord de dire que il faut faire très attention lorsqu'on parle d'expertise parce qu'il y a pas mal de gens qui se plantent. Un expert, c'est pas forcément celui qui a un doctorat. Un expert, c'est pas forcément celui qui a une autorité. Un expert, c'est beaucoup plus quelqu'un qui a de l'information, de la connaissance, qui est capable de la structurer, c'est-à-dire de la connecter avec des arguments, des connecteurs logiques et d'en faire un raisonnement. Et donc, tu peux avoir une expertise simplement parce que tu as travaillé sur un sujet ou que tu as utilisé Internet, que tu y as passé du temps. Tant que tu le fais de manière sérieuse, cohérente, logique, avec de la data, des sources, de manière vraiment honnête, tu peux avoir un très très bon niveau d'expertise aujourd'hui. N'importe qui peut le devenir aujourd'hui avec l'accès à la connaissance et à des algos puissants qui savent traiter cette connaissance. Et deuxièmement, ce qu'il faut dire aussi, c'est que en réalité, les experts, ceux à qui on donne une autorité, par exemple les médecins en médecine, hein, qui sont des experts médicaux, bah, ils ne sont pas si experts que ça. C'est-à-dire que quand tu fais des stats, alors il y a eu plein d'études là-dessus, hein, dans pas mal de métiers, tu te rends compte que les experts, il y a une grosse variance sur la gaussienne. Et c'est ça qu'en fait l'intelligence artificielle va rendre obsolète. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte que les experts n'ont pas un niveau d'expertise suffisant et l'IA aura un niveau d'expertise bien supérieur puisque on aura comprimé cette variance pour être sur un vrai niveau d'expertise qui est de plus en plus proche de la vérité. Donc se rendre compte que les experts ne sont pas si experts que ça, donner accès à l'expertise à tout le monde et surtout que l'IA devienne expert en tout et soit meilleur que n'importe quel expert sur la planète. Ou ça veut dire que tu es en train de dire que, pourrait, avoir un expert dans sa poche, à chaque Oui. instant? Ah bah, c'est exactement ce que les géants du numérique sont en train de faire, hein. Ce que j'avais écrit dans mon bouquin, alors ça portait pas le nom de ChatGPT, mais c'est ChatGPT, hein. C'est un assistant intelligent qu'on aura dans notre poche, qui va remplacer toutes les applis et qui va être expert en tout. Aujourd'hui, le point d'entrée sur internet, c'est Google, principalement, ou en Occident. C'est-à-dire, tu as ton point d'entrée unique, tu tapes des mots-clés et tu traites la connaissance soi-même avec ton intelligence. Bah, demain, en fait, c'est les algos qui vont traiter la connaissance et te sortir l'expertise pour toi. Tu n'auras même plus besoin de faire des recherches toi-même, tu discuteras avec, tu poseras des questions. Parfois, tu n'auras même pas besoin de poser des questions, il te suggérera directement l'expertise dont tu auras besoin, même avant que tu poses la question enfin, en l'anticipant de manière assez avancée et surtout en te surprenant. Parce que on entre dans une ère où en fait les algos vont être capables de traiter la connaissance et de devenir meilleurs experts que les humains. Et d'après toi, quels sont les métiers, qui seront vraiment le plus touchés par, cette technologie? Alors, moi je pense que tous les métiers vont être touchés sans exception, parce qu'il y a une part Déjà d'expertise. sur le court terme? Alors, c'est assez difficile parce que ça dépend beaucoup des pays, des cultures et des législations. Typiquement, il y a beaucoup de métiers aujourd'hui qui ne reposent pas sur un marché. Tu vois, par exemple, je discutais hier avec des experts comptables qui me disaient que leur profession est tellement réglementée qu'en réalité, il y a plein de choses qu'ils n'ont pas le droit de faire, qu'ils ne peuvent pas externaliser, etc. Donc, c'est pas vraiment un marché. Tu prends le notariat, c'est pareil, c'est pas un marché non plus. Tu prends la médecine, c'est extrêmement réglementé aussi. Donc, même si tu as des algos qui peuvent faire plein de trucs, ça ne veut pas dire tout de suite que ça va les remplacer, ni que ça va tout chambouler tout de suite. Donc ça dépend beaucoup des cultures, des pays et des législations. Typiquement, dans l'imagerie médicale, on pourrait se débarrasser des radiologues. On pourrait se débarrasser des médecins qui font du diagnostic de cancer, par exemple, avec de l'imagerie. Mais ce n'est pas demain la veille. Je pense que dans des pays comme Singapour, ça va aller beaucoup plus vite, parce que c'est un pays beaucoup plus libéral que nous, très avancé technologiquement. Et toutes les machines d'imagerie médicale qu'ils ont aujourd'hui commencent à être équipées d'algos qui font du diagnostic, et ce sera bientôt le cas sur 100% de leurs machines. Ça mettra plus de temps chez nous, pour des raisons culturelles. Mais en gros, si on regarde, si on imaginait que tout était, fonctionnait avec une logique de marché, on pourrait se dire déjà que tout ce qui fonctionne avec de l'imagerie médicale, tout ce qui fonctionne avec de l'imagerie tout court, la reconnaissance par exemple des pièces fabriquées dans les usines, toutes ces choses-là, partout où il y a de la reconnaissance précise
visuel, on pourrait mettre des algos. Partout où il y a un humain qui doit trancher, prendre des décisions, progressivement, on va y aller aussi. Ce que je disais sur le diagnostic médical, mais ça va être le cas pour toutes les expertises, y compris la mienne, qui est de faire des conférences. Un algo qui écrira des conférences mieux que moi. Je l'ai écrit sur le premier paragraphe de mon livre. Ça arrivera, ça me concernera aussi. Un algo qui Et, va me remplacer aussi sur YouTube. ah, mais tellement, moi, j'en suis convaincu. Je pense qu'on va avoir des algos tellement experts et créatifs à un niveau supérieur de celui des humains que les humains ne pourront pas résister face à ça et on sera tous branchés à des algorithmes qui nous fourniront, que ce soit de la connaissance, de l'expertise, de l'entertainment, ce que tu veux, mais à des niveaux beaucoup plus avancés que ce que font les humains. Et les youtubeurs d'aujourd'hui sont assez banals par rapport à ce que des IA généreront en matière de puissance, d'efficacité, de stimulation, etc. Tu dis, aussi, dans ton livre que la seule solution, c'est de se disrupter soi-même. Tu peux dire, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Alors, c'est pas une thèse qui est que de moi, c'est une thèse de la Silicon Valley assez courante, que Mmh. Christensen développait déjà, où l'idée, c'est le dilemme de l'innovateur, c'est de dire, tu as un marché qui te rapporte de l'argent, qui te fait faire du chiffre d'affaires quand tu es une boîte, en fonction de ce que tu produis. Sauf qu'il y a une innovation de rupture qui va te rendre obsolète. Et donc la question, c'est est-ce que tu continues à faire ton chiffre d'affaires sur ton produit qui t'a fait gagner de l'argent, ou est-ce que tu l'abandonnes et t'en crées un autre à côté? L'idée du dilemme de l'innovateur de Christensen, c'est de dire on va rendre ça obsolète progressivement pour déplacer la valeur sur autre chose. L'exemple qu'on donne toujours, mais qu'il faut connaître par cœur, c'est Kodak. Tu fais des pellicules photos, tu détruis ce business-là pour inventer Instagram. Kodak l'a pas fait, Kodak est mort. Et ce phénomène-là, en fait, on va le retrouver dans plein de business demain. Est-ce que ça peut aussi s'appliquer, aux salariés? Est-ce que le salarié, peut aussi se disrupter lui-même pour évoluer? Alors, j'avais une thèse dans ce bouquin de 2018 qui était que le salariat était en train de mourir. Alors ça, c'est très, très controversé parce Mmh. que la vérité, c'est que la majorité des gens ne comprennent pas pourquoi le salariat existe. On est tellement obsédé par le social dans ce pays que les gens pensent que c'est pour protéger les gens, mais pas du tout. En fait, le salariat, ça découle d'une efficacité organisationnelle en matière de coûts. C'est un économiste qui s'appelle Ronald Coase qui a écrit un papier qui s'appelle La théorie de la firme où il expliquait que c'était plus rentable de mettre des salariés dans une boîte qui se coordonnent pour la structure de coûts que d'aller chercher des artisans et de contractualiser avec eux. Sauf qu'avec la mondialisation, les gains de productivité, la spécialisation des entreprises, de plus en plus, les boîtes se sont concentrées sur leur cœur de métier et ont externalisé tout le reste. Et quand elles ne pouvaient pas externaliser dans des boîtes spécialisées, elles externalisaient dans les pays à bas coût. Surtout lorsque ça concernait les salaires minimums, comme le SMIC, qui n'est pas rentable pour une entreprise. Si elle paye le SMIC, c'est qu'elle surpaye ce que vaut la valeur ajoutée, ce que vaut la productivité d'un travailleur, et donc il vaut mieux l'externaliser dans un pays à bas coût. C'est pour ça que la mondialisation a eu lieu. Et donc, ça, c'était le mouvement des 100 dernières années. Entreprise, externalisation, gain de productivité, mondialisation. Ce qui se passe en ce moment, c'est que avec les nouvelles technologies, on fait baisser la structure de coûts et ça devient de plus en plus rentable pour un individu de ne plus être dans l'entreprise en se coordonnant avec d'autres salariés, mais de sortir de l'entreprise et de proposer sa force de travail à une entreprise avec qui il va contractualiser avec un lien de client-fournisseur et de récupérer une partie des coûts qui étaient dans l'entreprise auparavant. Je schématise grosso modo, mais ce que j'explique souvent là-dessus, c'est que un salarié pour une entreprise, c'est une marge économiquement. Les salariés compétents pour qui il y ait une demande aujourd'hui, ils comprennent ça et ils veulent récupérer cette marge en se mettant à leur compte et se synchronisant en dehors. Alors quand je dis ça, c'est fascinant parce qu'il y a plein de gens qui comprennent pas ça et qui me disent ouais mais il y a plein de gens qui veulent pas être salariés, mais ce qu'ils comprennent pas c'est qu'ils n'auront pas le choix, c'est qu'ils peuvent être salariés parce qu'une entreprise accepte d'avoir des salariés. Mais si les meilleurs ne veulent plus être salariés, ça veut dire que ce sont les moins bons ou les planqués entre guillemets qui voudront rester dans l'entreprise. Et donc pourquoi une entreprise tolérerait ça? Elle va se dire il vaut mieux que je travaille avec les meilleurs qui sont en dehors, avec qui je contractualise, et que j'ai une vraie productivité, que je puisse faire de la marge, développer mon chiffre d'affaires, plutôt que d'avoir les moins compétents en interne et que je porte le risque sur mon carnet de commandes. Donc les entreprises vont de moins en moins accepter ça. Il n'y a que deux raisons, encore une fois, c'est économique, qui font qu'il est intéressant d'être salarié encore aujourd'hui. La première, c'est pour le SMIC, parce que comme je le disais, quelqu'un qui est au SMIC, en fait, c'est quelqu'un qui est surpayé par rapport à ce que le marché équilibrerait sur sa rémunération. La rémunération, en fait, c'est lié à la productivité. Quelqu'un qui est rémunéré au salaire minimum aujourd'hui, ça veut dire que s'il n'avait pas le SMIC, il serait rémunéré moins. Et donc, pour le protéger socialement, on met le salaire minimum. Donc, il a intérêt à être au SMIC parce que ça le protège par rapport à s'il était au marché. Mais en faisant ça, comme je le disais, c'est l'entreprise qui perd en rentabilité parce qu'elle paye cette différence de productivité. Et du coup, les entreprises, quand elles le peuvent, elles essayent d'externaliser dans les pays à bas coût. Donc, les métiers où on ne peut pas externaliser dans un pays à bas coût, rémunéré au salaire minimum, dans ce cas-là, les travailleurs ont intérêt
à rentrer dans le salariat. Ça, c'est le premier cas. Et le deuxième cas, c'est l'opposé. C'est quand vous êtes extrêmement compétent et que vous travaillez pour une entreprise leader qui a quasiment un monopole sur son secteur, vous pouvez être salarié parce que l'entreprise peut se permettre de vous surpayer par rapport à si vous étiez indépendant. Donc, c'est plus important pour vous. Quand je dis ça, c'est marrant, il y a plein de gens qui me disent « Ouais, mais il n'y a pas que le salaire qui compte. » Bah, en fait, si. Dans un marché, tout se price. Il y a un prix sur tout. C'est comme ça que fonctionne l'économie. Et là, on est en train de vivre cet éclatement de la structure du salariat avec les meilleurs qui sortent du salariat, les moins bons qui continuent à essayer de se cacher, entre guillemets, dans le salariat sans trop que ça se voit, mais les entreprises qui commencent à le remarquer et qui commencent à créer des essaims de travailleurs indépendants en dehors de l'entreprise qui forment des vraies équipes. Et ce n'est pas une anecdote. Hein. Si on regarde les boîtes de luxe en ce moment, alors publiquement, elles disent qu'elles recrutent beaucoup de salariés en CDI, etc. Mais moi, je sais de sources sûres qu'elles emploient des freelances très haut de gamme, qu'elles payent très cher, dans tous les cœurs de métier, qui se coordonnent entre eux pour faire du projet. C'est-à-dire qu'elles ont tellement de mal à avoir des gens engagés qui jouent vraiment le jeu dans l'entreprise qu'elles sont obligées de prendre des travailleurs indépendants en dehors qui vont créer de la valeur, qui vont être beaucoup plus productifs que des salariés en interne. C'est plus une Et anecdote, en fait. C'est réellement ce qui est en train et de se passer. du coup, en fait, le CDI, aujourd'hui, c'est vu comme un graal dans la société, donc ça veut dire que, bah, là, ça c'est fini le CDI. Pourquoi le gouvernement, il va absolument, absolument, créer autant d'emplois si le CDI est voué à disparaître ou même le salariat est voué à disparaître? Alors, moi, je suis pas d'accord que c'est un Graal aujourd'hui. Je pense que c'est en train de devenir l'inverse. Je pense que Ouais. c'était un Graal. Alors, tu as raison, hein, toute la société est construite là-dessus. Tu peux pas avoir de crédit si tu pas en CDI. Enfin, c'est très compliqué. Enfin, dans l'ancien monde, même en matière de signal, c'était prestigieux d'être salarié en CDI dans un grand groupe avec un super titre, genre directeur quelque chose ou responsable quelque chose, avec un costume, avec des avantages. Bref, un énorme statut social. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Quand tu es salarié en CDI dans un grand groupe, ça envoie limite un signal de ringardise, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, salarié en CDI dans un grand groupe, si tu n'es pas chez Google ou dans une boîte superstar, ça veut dire entre guillemets que tu travailles peu, que tu es là pour les avantages, que tu es là pour la sécurité et ne pas être viré, que tu as ce qu'on appelle entre guillemets un bullshit job, que tu fais semblant de bosser, ça envoie le signal totalement inverse. Les gens, c'est fascinant parce que c'est un retournement de situation. Hein. Il y a 20 ou 30 ans, le prestige, c'était d'aller dans une banque d'investissement, dans un cabinet de conseil, d'avoir le costume, le titre, la carte de visite, les machins, etc. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Tu envoies le signal que tu veux te planquer en faisant ça. Aujourd'hui, le prestige des ambitieux, c'est plutôt créer des boîtes, lever des fonds, être entrepreneur, travailleur à son compte, solopreneur avec toutes les variantes qu'il y a aujourd'hui, ou au contraire, s'adonner à sa passion et travailler moins et avoir plus de temps. On a complètement renversé le système de valeur là-dessus. Il y a plein de gens qui détestent ça, surtout les salariés dans les grands groupes qui se sentent insultés quand on dit ça, mais le signal est réel. Quand tu travailles dans une grande boîte et que tu y es pour longtemps, bah, ça envoie le signal de David Graver sur le bullshit job. Et ça, on ne peut plus l'arrêter, en fait. Ça commence à être vraiment dans la tête des gens. Ça veut dire que toute la société doit s'adapter autour. Les banques commencer à donner du crédit sur autre chose que des gens en CDI, créer de nouvelles protections sociales, etc. Et du coup, en parlant des bullshit jobs, est-ce que tu penses que cette tendance, c'est-à-dire d'avoir des employés qui font semblant de travailler, est-ce que tu penses que ça va s'accentuer encore plus avec l'IA ou alors, on va changer totalement de paradigme, totalement et qu'on va adapter le système économique, par exemple, avec un revenu de base universel pour les gens qui vont perdre leur métier? Alors, à très long terme, moi, je pense que le travail humain va disparaître. Ça ne sera pas le même rythme pour tous, mais en gros, on est tous potentiellement touchés par l'IA en ce moment et on va l'être de plus en plus. Comme je le disais sur les médecins, on va se rendre compte que les médecins sont nuls avec l'IA. Faut être très clair, mais ça va être le cas sur toutes les expertises. Donc, on ne pourra pas rivaliser face à l'IA et donc le travail humain va se raréfier. Mais pour moi, c'est une bonne nouvelle de dire ça. C'est juste qu'on est en train de switcher. Dans une économie, il y a du travail et du capital. On est juste en train de switcher du travail humain sur le capital qui va être beaucoup plus productif et créer la valeur pour les humains. C'est-à-dire qu'il faut réorganiser la société en fonction de ça. L'idée, c'est de dire que demain, il va falloir redistribuer la valeur, la richesse créée par les machines et les algorithmes aux humains. Donc, là, il y a deux solutions. Hein. Soit tu taxes, classique, soit on devient tous actionnaires, entre guillemets, de ces machines. Ça devient une espèce de bien commun et on en récupère la valeur. Alors, les ultra-libéraux pourraient dire, enfin, les libéraux tout court pourraient dire, oui, mais c'est limite du communisme, on n'acceptera jamais, ça ne fonctionne pas. En réalité, c'est différent. C'est que votre valeur, elle augmente à une vitesse exponentielle avec la création de valeur des machines, des algorithmes augmente à une vitesse exponentielle par rapport au travail des humains. Donc, en redistribuant de la valeur tous les ans, notre pouvoir d'achat augmente. Donc, on pourra s'organiser un petit peu comme on veut avec ça. Ça, c'est à très long terme. À court terme,
je ne sais pas si les bullshit jobs vont disparaître tout de suite. Moi, théoriquement, ça devrait disparaître, mais je suis fasciné de voir à quel point ça pullule. Enfin, même en France, moi, je le vois, hein, les grands groupes, ils continuent à recruter des gens, mais qui, entre guillemets, ne servent à rien en matière de productivité. Mais ils les En recrutent. fait, déjà depuis les années 90, on aurait déjà pu remplacer une grande partie des métiers grâce à l'avènement de l'informatique aussi. Donc en fait, on a Exactement. gardé une certaine, en fait, on a gardé ces métiers pour garder une certaine cohésion, une certaine hiérarchie sociale. Ouais, c'est peut-être un peu, pour acheter la paix sociale, c'est vrai. Moi, je suis Ouais, fasciné de voir que puis même il y a plein d'industries comme ça, bullshit qui ne reposent sur rien, mais qui tournent à mort. Regarde le consulting, c'est 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 fascinant. Là, il y a eu un scandale récemment parce qu'il y a eu de la commande publique auprès de cabinets de conseil, mais le scandale, c'est pas ça. Moi, je trouve ça très bien que le public travaille avec le privé et commande du privé. Le problème, c'est de croire que les cabinets de conseil ont une compétence quelconque sur quoi que ce soit. C'est des gens qui n'ont jamais rien inventé, qui n'ont jamais pris aucun risque, qui prennent des modèles et les répliquent à droite à gauche. Ça repose vraiment sur du storytelling. On a tellement mis dans la tête des gens que c'était des gens intelligents, brillants, utiles, que les gens le croient, parce qu'ils sont payés très cher, ils ont l'air sérieux, etc. Mais tu n'en as pas un seul qui a inventé un iPhone ou une Tesla ou quoi que ce soit, ou qui a disrupté quoi que ce soit. exactement. Mais c'est tellement puissant comme storytelling dans la tête des gens qu'il y a encore des grandes entreprises qui appellent des cabinets en disant ils vont nous aider. Mais ces gens-là, ils auraient sauvé Kodak s'ils avaient su. Mais personne ne l'a fait. Et moi, ça me fascine de voir qu'on écoute encore ces gens-là, alors qu'en réalité, bah, ils découvrent les sujets comme tout le monde et ils les traitent pas mieux. Moi, je me souviens quand je commençais à travailler sur l'IA il y a une dizaine d'années, j'avais fait une présentation dans la banque où j'étais, puis il y avait quelques consultants qui étaient là, de cabinet de conseil, qui avaient assisté. En sortant de ma conférence, ils étaient au téléphone avec le siège de leur cabinet pour balancer toutes les infos que j'avais données dans ma présentation, pour les mettre au courant. Et la semaine d'après, ils venaient vendre une offre d'intelligence artificielle en passant pour des experts. Le jour de ma présentation, une semaine avant, ils ne savaient rien de l'intelligence artificielle. Ils découvraient les concepts comme moi. Et donc, j'ai compris qu'en fait, ça reposait sur du storytelling, sur beaucoup de copinage et surtout du transfert de responsabilité. En réalité, le conseil, ça existe quasiment plus, tu vois. Tu appelles un cabinet qui va faire un rapport et qui va dire faut prendre telle décision. Comme ça, le patron, qui n'est pas très courageux, dit c'est le cabinet qui a dit, donc il faut faire ça. Mais si le patron était compétent, le dirigeant était compétent, il n'y aurait pas besoin de ces cabinets non plus. Donc, tu vois, mais ça persiste, alors que ça n'a aucun sens. Donc d'un côté, culturellement, on recrée des jobs qui servent à rien, mais ça fait tourner l'économie, sans création de valeur ajoutée. Et de l'autre, il y a une pression économique qui fait que les pays riches, c'est le cas en France hein, encore, théoriquement devraient se débarrasser de tous ces jobs qui ne servent à rien, parce qu'on est en concurrence avec l'étranger. Donc, eux, ils ont une vraie valeur ajoutée lorsqu'ils créent. Et donc, moi, ma conviction, c'est qu'à moyen terme, on devrait avoir beaucoup moins de salariés dans les grands groupes, beaucoup plus de productivité et de technologie, sinon ces grands groupes ne pourraient pas survivre. Je suis même surpris que les actionnaires ne disent rien sur la création de ces bullshit jobs qui pullulent. Alors qu'on s'entende bien, hein, ces bullshit jobs, ils concernent plutôt des seniors. Hein. C'est plutôt des gens au-dessus de 40 ans qui ont des salaires entre 150 et 400 000 euros par an pour certains. Hein. C'est pas des faux chiffres, mais qui n'ont aucune mission. Et j'ai vu beaucoup d'exemples ces dernières années dans ces grands groupes. Personne ne dit rien. On dirait que les actionnaires ne sont même pas au courant ou s'en fichent. Enfin, c'est très curieux. Et du coup, ça pousse les jeunes à ne pas aller travailler pour ces grands groupes parce que forcément, les jeunes, on leur propose des salaires misérables. Et du coup, bah, ils sortent, ils montent des boîtes et ils récupèrent leur valeur ajoutée. Du coup, tu dirais quoi aux personnes qui ont peur, que l'IA remplace leur emploi? Comment elles peuvent s'adapter et se préparer? Surtout par rapport, aux gens qui peuvent pas, en fait, s'adapter et qui ont pas forcément aussi les capacités de s'adapter dans ce monde en accélération, constante. Alors, Donc plusieurs comment choses. Déjà, je leur dis de ne pas avoir peur parce qu'on est tous dans le même bateau. C'est-à-dire que si vous êtes visé par l'IA, votre voisin aussi, votre famille aussi, enfin tout le monde est concerné, donc il n'y a pas à en avoir peur. Ce qui fait peur généralement, c'est quand on est touché et pas les autres. Ce qui va être plus compliqué, c'est pour les gens, comme je disais, les bullshit jobs, les gens qui font semblant de travailler, parce que là, ça va se voir de plus en plus, et eux, ça va être très compliqué de revenir sur le marché du travail. Mais je pense que le phénomène va être tellement massif qu'il va y avoir des politiques publiques pour protéger les gens de toutes ces pertes d'emploi, si on va vraiment jusqu'au bout. Parce que là, on commence à avoir des cas là, avec ChatGPT où il y a des boîtes qui remplacent 90% des salariés par des algos. C'est pas une anecdote ouais, à ce niveau-là. Dans l'ancien monde, on recréait des nouveaux jobs, parce qu'on en détruisait, mais on en recréait d'autres avec d'autres secteurs, des nouveaux. Là, c'est pas sûr qu'on en recrée d'autres. Peut-être qu'on va avoir une destruction nette d'emplois, mais une création de valeur massive en face. C'est ça la nouveauté. Donc, non, leur dire de ne pas avoir peur, leur dire que de toute façon, on est tous concernés et surtout voir les choses autrement. C'est une bonne nouvelle qu'on se débarrasse du travail humain. Parce que les humains, ils travaillent pour se débarrasser du travail. Non. ouais, c'est vrai. Mais du coup,
pourquoi les politiciens et les médias, n'en parlent pas? Il On y a parle plein de plutôt, raisons. des retraites, alors qu'en fait l'avenir c'est plutôt le revenu de base universel. Si on écoute ton discours, il faut trouver des solutions, par rapport aux gens qui vont perdre leur emploi. Ouais, alors, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, le politique, il ne traite que les urgences et pour l'instant, ça ne se voit pas comme un sujet d'urgence. En politique, c'est une polémique qui chasse l'autre, hein. Deuxièmement, le politique, l'objectif du politique, c'est pas d'avoir des résultats ou de réussir ou de mettre en place des choses intéressantes. Pas du tout. Le seul objectif en matière d'intérêt d'un politique, c'est d'être élu et maintenu au pouvoir. D'ailleurs, la seule compétence, ça c'est vachement important, la seule compétence avérée d'un politique, c'est de se faire élire. Il est bon à ça parce que la preuve, il gagne une élection. Mais ça ne veut pas dire qu'il va être bon pour gouverner après. Il y a un désalignement d'intérêts. Mais on n'a pas trouvé mieux jusqu'à présent. Donc il y a ça, les intérêts ne sont pas les plus prioritaires. Le politique, ce n'est pas ses intérêts non plus. Et puis surtout, parce qu'il y a un déficit de connaissances, je dirais même jusqu'à dire parfois d'intelligence sur nos politiques, hein. On avait des hommes d'État, je suis désolé, c'est banal de dire ça, hein, c'est ce qu'on entend partout, mais on avait des hommes d'État et aujourd'hui, on a des gens d'un niveau assez médiocre qui font de la politique, puisque les gens qui auparavant faisaient de la politique, aujourd'hui font plutôt de l'entrepreneuriat. C'est eux qui changent les choses, c'est eux qui inventent le monde de demain, c'est eux qui prennent des risques. C'était nos politiques d'il y a 50 ans, en fait. Du En coup, matière on est rentré en médiocratie alors, c'est ça? Ouais, alors je sais plus qui a dit ça, mais c'est un peu ouais, c'est un peu le concept de notre époque, hein, c'est de dire qu'évidemment, on a des leaders assez médiocres, mais qui sont bons pour se faire élire, qui ont des égos plus importants que la moyenne. C'est plutôt ça aujourd'hui, nos institutions politiques. Mais derrière tout ça, il y a des entrepreneurs qui font des choses, il y a des entreprises qui créent de la valeur. Enfin, c'est pas le politique qui change quoi que ce soit. D'ailleurs, moi, je suis fasciné parce que j'ai fait mes études à Sciences Po et du coup, dans ma promo et même dans mon école, il y avait plein de gens qui voulaient faire de la politique, hein. Moi aussi, ça me passionnait à une époque. Et ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, déjà, c'était pas les meilleurs qui allaient en politique. Mais surtout, j'ai vu que c'était ceux qui avaient les égos les plus gros qui voulaient faire de la politique. Et donc, tu comprenais qu'en fait, ils avaient ce besoin de médiatisation, d'être regardés, d'être écoutés, simplement pour nourrir leur ego. Et ça m'avait terrorisé. Je m'étais dit, mais en fait, on a des institutions qui sont faites pour attirer ce genre de profil avec des gros égos, mais qui n'ont pas la culture du résultat, de la performance, ni de vision. Et du coup, tu avais un tri naturel qui se faisait entre les politiques qui voulaient nourrir leurs égos et plutôt les entrepreneurs qui allaient essayer de créer des projets avec passion, enfin bref, d'avoir un impact sur le monde. OK. Et du coup, quel est ton point de vue, en fait, sur le fait que des technologies comme GPT-4 peuvent être utilisées pour produire, des fausses informations ou du contenu trompeur, en fait, des deepfakes? Parce que ça, c'est justement l'un des aspects négatifs de l'IA. Comment on va lutter contre les aspects négatifs de l'IA? Parce qu'il y en aura, bien sûr, il y aura des aspects positifs, mais il y aura pas que ça. Ah, en fait, c'est simple, hein, vu qu'on a une technologie extrêmement puissante pour faire le mal, il va falloir utiliser cette technologie extrêmement puissante pour l'empêcher de faire le mal. Ça va être de l'IA contre de l'IA. Mais oui, le sujet des fake news, de la manipulation d'informations, en fait, il n'est pas nouveau, hein. C'est un problème qui existe depuis la nuit des temps, même sans technologie, hein. C'est ce que veulent faire les politiques depuis toujours, hein, la manipulation, la propagande, la diffusion d'idées qui défendent leurs intérêts. C'est, c'est- Ça existe depuis toujours, hein. C'est simplement qu'on est en train de changer d'échelle avec ce type d'algorithmes qui sont extrêmement puissants. Et du coup, la seule solution, ça va être de s'en protéger avec d'autres algorithmes qui viendront être un peu les contre-pouvoirs à cette puissance-là. OK. Et est-ce que, les LLM, pour toi, c'est juste des systèmes qui arrivent à prédire, avec un système probabiliste, la suite des mots d'une phrase? Ou, tu vois une capacité ou des capacités émergentes qui se rapprochent peut-être, du cerveau humain? Ou, Alors, comment ça, tu c'est vois ça? ça, c'est la question la plus importante. Moi, j'ai une thèse là-dessus. Je ne sais pas si elle est vraie, mais j'y crois de plus en plus et je la creuse en ce moment. C'est de dire qu'en fait, les LLM, les modèles de langage comme ChatGPT, sont des modèles statistiques uniquement. C'est-à-dire, tu rentres un input et statistiquement, il te donne la suite. Mais ce que je crois aussi, c'est que notre cerveau, notre intelligence, ça n'est aussi que ça. Alors quand je dis ça, il y a plein de gens qui s'énervent, ouais, parce que les humains sont très arrogants sur l'intelligence humaine, ils pensent vraiment que c'est magique, mais en fait, Exactement. moi je suis de plus en plus convaincu qu'en fait, notre intelligence, c'est simplement des modèles statistiques bayésiens bien fine-tunés, mais qu'avec une illusion de conscience, etc. Mais surtout, vraiment qu'on ne fait que manipuler des statistiques en permanence. Quand on s'exprime, on fait des statistiques. Quand on attrape des objets, on fait des statistiques. Je pense qu'il y a des stats partout et qu'on est en train de comprendre ça avec les LLM. Je suis Donc ça persuadé veut qu'on dire va. que
que l'intelligence artificielle sera la plus grande leçon d'humilité, de l'espèce humaine. Alors moi, c'est ce que je crois, hein, et c'est ce que je pense que l'humain a besoin de ça. Moi, je suis fasciné quand je fais des conférences là-dessus, le nombre de gens qui refusent les parallèles entre les machines, les algorithmes et les humains et leur intelligence. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que les humains sont des algorithmes. Et les gens me disent, mais non, c'est beaucoup plus complexe, les humains. Mais attendez, les algorithmes aussi, c'est complexe. On peut avoir des milliards d'algorithmes qui interagissent entre eux, et qui font émerger des comportements différents, comme chez les humains. Mais tout est algorithmique chez les humains. Nos comportements, nos prises de décision, notre apprentissage, c'est un algorithme. Nos émotions, c'est des algorithmes. La conscience, c'est de l'algorithme. La créativité, c'est de l'algorithme. Il y a des algorithmes partout et on est en train de les craquer un peu avec l'intelligence artificielle et les découvertes en neurosciences. Mais je suis persuadé que de plus en plus, on va comprendre le cerveau comme le système nerveux au sens large, comme un gros modèle bayésien avec plein de paramètres bien fine-tunés. Mais et que ce sera, comme tu dis, une leçon d'humilité. Comprendre qu'il n'y a pas de magie derrière. Et d'après toi, bon là, c'est peut-être une question qui risque, peut-être de mal vieillir, on ne sait pas. C'est quand que tu penses que l'IA arrivera à surpasser, du coup, les humains en mathématiques et en philosophie? Ah. Alors en mathématiques, ça commence déjà à être le cas, hein. On commence à avoir des algos qui démontrent des théorèmes. Mmh. J'en ai vu passer quelques-uns, ce qui est assez logique, hein. Il n'y a rien de surprenant là-dedans et on va en avoir de plus en plus. Sur la philosophie, c'est différent parce que la philosophie, c'est pas une science dure, c'est une science qui est assez subjective, dans laquelle on utilise des maths, on fait des démonstrations avec des raisonnements, de la logique, des arguments, etc. Mais je pense que l'IA va commencer à produire de la philo et à valider certaines thèses qui ont déjà été évoquées par des penseurs, en invalider d'autres et surtout continuer à produire de la connaissance philosophique. Je pense qu'en tout cas, elle va nous aider à éclaircir des débats. Je pense à des débats éthiques, je pense à des questions de politique publique, je pense à des questions éventuellement de morale. Je pense que vu qu'il y a de l'algorithmique derrière, on va s'aider de plus en plus de ces technologies pour trancher des concepts et des idées. Et du coup, un assistant personnel comme dans le film Her, tu vois ça quand? Bah, quand on fait de la prospective, comme moi dans mon métier, on peut jamais donner de date, parce que ça, c'est vraiment, là, c'est de la prophétie, hein, et il faut jamais Ouais. écouter quelqu'un qui vous donne une date, hein, c'est pas à prendre au sérieux. La seule chose qu'on peut faire, c'est donner des tendances et des extrapolations de ce qui se passe aujourd'hui avec, comme je le disais, des raisonnements, des connecteurs logiques entre les arguments pour arriver à des conclusions. Moi, c'est ce que je fais depuis que je fais ce métier. C'est pour ça que je me suis pas trompé sur ChatGPT, hein. J'ai vu sur quoi bossaient les GAFA, etc. Mais en matière de tendance, c'est là-dessus que bossent les géants du numérique. Moi, je suis persuadé qu'on va avoir un Siri amélioré. Je suis persuadé qu'Apple travaille là-dessus. Je suis persuadé que ça peut aller beaucoup plus vite que prévu. Dans certains cas, ça va moins vite que prévu. On pensait qu'on aurait des voitures volantes en l'an 2000, on les a toujours pas. Mais le traitement du langage sur l'intelligence artificielle, ce qu'on a fait cette année avec ChatGPT, beaucoup, et j'en fais partie, pensaient que ça viendrait d'ici au moins une dizaine d'années. Les chercheurs en IA pensaient 50 ans, moi je pensais plutôt 10 ans, et en fait c'est arrivé en moins d'un an, quoi. Donc parfois ça va plus vite, parfois ça va moins vite. Le seul truc qu'on peut donner, c'est des macro-tendances. C'est vraiment la seule chose qui compte. Mais il faut vraiment se méfier, par contre, des gens qui refusent d'écouter les extrapolations de tendances. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à parler d'intelligence artificielle il y a une dizaine d'années, vu que j'avais pas l'argument d'autorité, je n'étais pas chercheur en IA ou autre, je me souviens qu'il y a plein de journalistes qui m'ont pas pris au sérieux, qui ont dit il faut pas écouter ce qu'il dit, c'est n'importe quoi, etc. Aujourd'hui, ces gens-là, même des gens très connus, hein, disent mot pour mot ce que je disais à l'époque. Et aucun n'aura l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître, hein, qu'ils se sont trompés. Parce que pourtant, j'avais fait mon travail sérieusement, hein, j'étais parti d'informations, j'avais construit des raisonnements en donnant mes sources, mes machins, etc. Et donc, il y a une partie de mon public qui a très bien compris, qui m'a suivi, hein, qui sont devenus mes clients, et une autre partie qui m'a méprisé. Et c'est fascinant de voir qu'aujourd'hui, tous ces gens qui m'ont méprisé disent exactement ce que je disais il y a 10 ans, quoi. Ouais, c'est marrant, c'est curieux, ouais. Et du coup, les gens qui tombent amoureux de leur assistant personnel, tu penses que ça va être un phénomène important dans la société dans les prochaines années? Ouais, en fait, je pense que de manière générale, les assistants intelligents vont nous faire éprouver des émotions artificielles meilleures que les émotions réelles, parce qu'ils nous connaîtront parfaitement, donc ils sauront exactement comment allumer nos neurones pour nous faire éprouver des émotions. Mais la vérité, c'est que un humain n'a pas besoin d'être en interaction avec un autre humain pour éprouver une émotion, que ce soit de la peur, de l'amour, de la tristesse, que tu veux. Il faut simplement que l'interaction ait l'air suffisamment humaine. Si je te donne un chatbot et que tu as l'impression que c'est un humain comme dans le film Heure, crois-moi que tu vas éprouver des émotions. Donc, tu pourras éprouver de l'amour pour certains, tu pourras éprouver de la peur, de la très grande peur. Mais en fait, il n'y a rien de nouveau, hein. Je veux dire, quand tu es dans un film au cinéma et que le film est tellement bien fait, tu as l'impression que tu es dedans, tu éprouves des émotions très fortes, tu es triste à la fin, tu es content pour le gagnant. Enfin bref,
ton cerveau se laisse prendre au jeu. Bah, imagine ça à des puissances plusieurs milliards avec des technologies qui te connaissent tellement qu'elles te donnent exactement ce que tu as envie de vivre pour éprouver des émotions, quoi. Ça sera peut-être même encore pire avec les implants, les interfaces neuronales comme, le projet d'Elon Musk, Neuralink. Peut-être Ça, qu'on va créer des nouvelles formes de divertissement. Ça ouais, serait, ça veut dire assez incroyable. c'est qu'aujourd'hui, on a des technologies et des algos qui jouent avec notre système nerveux, mais de l'extérieur. C'est-à-dire qu'elles essaient de connaître notre système nerveux et d'envoyer les bons outputs pour jouer avec. Mais demain, si on peut brancher directement des technologies au niveau de nos neurones et les allumer et les éteindre par milliards et nous faire éprouver des émotions, bah, ce sera une drogue encore plus puissante que les technologies actuelles. OK. Et du coup, maintenant, on va parler d'un sujet qui peut un peu fâcher. Heu, alors, le combat de l'intelligence artificielle entre l'Europe, les États-Unis et la Chine, tu penses que c'est qui va gagner? Déjà l'Europe, je pense que c'est Alors, mort, mais moi, ouais. c'est fascine de voir à quel point ils continuent leur bullshit sur l'IA, sur la tech, sur les machins. Tout le monde sait que l'Europe n'est pas un player. Tout le monde sait qu'on est extrêmement averse au risque, qu'on n'a pas les budgets, qu'on n'a pas le niveau des levées de fonds des Américains. Enfin, je ne comprends pas pourquoi ils continuent cette mascarade de communication sur ce sujet-là, même les grands groupes, les événements, toutes les institutions françaises qui parlent d'IA. Enfin, c'est vraiment un sketch, en fait, hein. Tout le monde sait qu'on est des rigolos sur ce sujet. On a parmi les meilleurs chercheurs au monde, mais les meilleurs chercheurs sont tous, sans exception, chez les géants du numérique. Quand vous avez un chercheur que vous appelez sur les plateaux télé et qu'il n'est pas chez un GAFA ou dans une start-up, c'est pas une bonne idée de le prendre au sérieux. Je dis ça parce que j'ai été souvent dans des débats à la télévision où on mettait un chercheur en face, en IA, soi-disant très bon, mais en off, qui me demandait comment se faire recruter par Google. Et donc j'ai compris que tous les chercheurs n'avaient pas le même niveau. Donc il y a une minorité de C'est chercheurs. pas tous des Yann Lequin. Ouais, voilà, c'est que on a tendance à penser que parce qu'il a une étiquette de chercheur, ça veut dire qu'il est bon et qu'il connaît son sujet, mais non, pas du tout. Il y a des bons et des mauvais chercheurs, comme dans tous les métiers. Il y a des bons et des moins bons, des moyens, etc. Et les meilleurs aujourd'hui sont dans les laboratoires des GAFA, principalement tous aux États-Unis ou dans des labos en France, mais appartenant aux GAFA comme Yann Lequin que tu as cité, mais pas que, ou dans des startups très spécialisées qui ont levé des centaines de millions, mais la plupart du temps aux États-Unis. C'est sans commune mesure avec ce qui se passe aux US. Donc l'Europe n'existe pas, la France n'existe pas non plus, hein, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Hein, sur tous ces sujets-là, on fait de la communication, mais on n'existe pas. Mais oui, il y aura une grosse bataille entre la Chine et les US. Alors, il y a deux thèses là-dessus, hein. C'est soit ils se tapent dessus jusqu'à gagner, mais là, on ne sait pas qui va gagner, hein. La Chine copie les US et met beaucoup plus de puissance. Soit il y a une séparation entre deux Internets, un Internet occidental avec les Américains, les Européens dedans, etc., et un Internet chinois, c'est le Split-Ternet, la théorie d'Eric Schmidt, l'ancien patron de Google, où on aura vraiment deux mondes technologiques qui ne se parlent pas. C'est-à-dire les Européens et les Américains ne veulent plus utiliser Huawei, bah, du coup Huawei aura son écosystème et nous on aura celui d'Apple et d'Android d'une autre. Enfin, bref, c'est pareil entre les deux. J'ai pas la réponse, je sais juste que le combat va être monumental. Mais justement, tu as raison que c'est un peu une mascarade en Europe parce que même en France, parce que là, j'ai vu récemment qu'il y a une startup qui s'appelle, Mistral AI. Ouais, Je sais pas si tu as vu? Et moi, c'est le comble du comble cette histoire parce qu'ils ont voulu créer un concurrent, du coup à OpenAI, un concurrent français à OpenAI et ils ont fait une levée de fonds. Donc ils ont eu, je crois, 20 des fonds de BPI France, donc là, OK. Mais 80 des fonds qu'ils ont reçus, ils venaient des États-Unis, de business angels américains. Et là, je me suis dit: «Mais c'est du coup, s'il y a 80 de la boîte qui est, investie par des Américains et ben, c'est une boîte américaine». bah, j'avais Ah pas vu c'est la répartition du capital, hein. Je savais pas que c'était 80% américain, mais c'est probable, hein, mais Ouais, c'est assez, assez marrant. Et du coup, après, j'ai ouais, ce qui est vrai aussi, c'est que ça va tellement vite que demain, enfin toutes ces boîtes, c'est des colosses au pied d'argile, hein. Tu peux avoir une startup demain qui arrive et qui a un changement de modèle très léger, mais qui change tout au résultat et qui peut devancer même Google du jour au lendemain. ben, C'est par exemple, comme probable, mais la c'est boi possible. la boîte, par exemple, que vient de lancer Elon Musk peut-être, xAI, bah, il vient justement d'ouvrir le site, hier. Ouais, j'ai vu, ouais, et ce qui est marrant, c'est qu'il dit que c'est pour craquer la nature de la réalité. Et Ouais. personne n'a compris ça en fait, mais enfin, j'ai vu ça dans les médias hier et ce matin, mais En fait, comprendre quelle il est la nature de c'est ça, en l'univers en fait, fait. il veut savoir, si on vit dans une, simulation ou Ah, pas. c'est Parce ça. que Elon Musk, il a vraiment une croyance assez forte là-dessus. Lui, il pense qu'on est dans un ordinateur et en fait, quelle est la nature de la réalité ça veut dire pour lui, est-ce qu'on est dans un ordinateur ou pas? Parce qu'il y a il y a Mmh, des données en physique vachement bizarres là-dessus. effectivement. Et donc,
concernant, la mort de la mort. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Parce que là, on a vu récemment, il y a un mois à peu près, Ray Kurzweil, donc il y a Ouais. un grand, futurologue américain, qui a dit que d'ici 8 ans, on va arriver en fait, à atteindre ce qu'on appelle l'escape velocity, donc un point où chaque année, on va gagner 1 an d'espérance de vie. Donc en gros, qu'on pourrait vivre quasiment, indéfiniment. Donc moi, je pense plutôt que c'est la définition de la mortalité plutôt que l'immortalité. La mortalité, c'est dans le sens où, même si maintenant on a un accident ou si on se fait, tuer, ben, on meurt quand même. Donc voilà, je pense plutôt c'est ça. Mais du coup, toi, tu en penses quoi de ces affirmations? Parce que quand même, malgré tout, Ray Kurzweil, jusqu'à maintenant, il a eu plutôt raison Il a un sur bon track certains points. record. Ouais. Heu, alors moi, pour être tout à fait honnête, je suis plus autant les questions de transhumanisme qu'avant. Je me concentre vraiment sur la tech. Je pense Mmh. que Laurent Alexandre serait beaucoup plus pertinent là-dessus, parce que lui, il a la tête dans les papiers de médecine et de transhumanisme, tous les jours. Mais oui, je fais partie de ceux, qui pensent qu'on rendra l'être humain immortel. Parce qu'en fait, faut se rappeler un truc, c'est que d'un point de vue biologique, la mort, c'est juste un accélérateur d'évolution. C'est comme la différenciation sexuée. Tu fais des mâles et des femelles, ce qui brasse leurs gènes et du coup, tu accélères la différenciation génétique et tu augmentes la survie de ton espèce. Tu fais une espèce qui a une durée de vie, comme ça, tu l'obliges à se reproduire et à mélanger ses gènes pour augmenter sa robustesse dans le temps. Mais si demain, on a une espèce tellement robuste avec des technologies qu'on n'a plus besoin de mourir, alors, on n'a plus besoin de mourir et c'est réglé, hein. On n'a plus besoin non plus de différenciation sexuée, on n'a plus besoin de se reproduire. On a fait un. Après, ça pose la question finalement, qu'est-ce que le vivant, hein? Parce que ce qui est vivant aujourd'hui, la définition, c'est ce qui se réplique et se reproduit, enfin ce qui survit et qui se réplique. Mais si on fait que survivre, qu'on ne se réplique plus, et qu'il n'y a plus de dynamisme dans ce qu'est un être vivant, parce qu'un être vivant, c'est dynamique, hein, ça change dans le temps, ça vieillit, ça évolue, ça se transforme. Si on a un truc figé, est-ce qu'on est encore du vivant, quoi, ou est-ce qu'on n'est pas des objets? Justement, c'est un peu la peur d'Elon Musk, c'est pour ça qu'il est pas trop pour, les technologies d'allongement de l'espérance de vie. Parce que lui, il considère qu'une fois à un certain âge, en fait, on est un vieux aigri et Oui. donc du coup, on fait plus avancer les choses, quoi. Ce Donc qui il dit que est, c'est une nouvelle génération qui font évoluer. ouais, ce qui est d'ailleurs très puissant d'un point de vue évolutionniste, hein, puisque chaque génération a un cerveau vierge adapté à son époque et donc voit les choses différemment. C'est d'ailleurs pour ça, moi, que je considère que les humains sont incapables de changer. Moi, j'ai plein d'entreprises qui m'appellent pour me demander de leur faire des conférences sur comment changer, s'adapter au changement. Et je leur dis, mais vous savez, la vérité, c'est que les humains, ils ne changent pas. Je sais plus qui avait dit ça, c'est Max Born ou un autre physicien qui avait dit, les humains ne changent pas parce qu'ils ont décidé de changer ou de s'adapter ou de voir les choses autrement. Ils changent parce que la génération au pouvoir qui voyait les choses d'une manière meurt et elle est remplacée par une autre. Et donc, c'est encore l'évolution qui accélère le changement et la dynamique du vivant. Mais si on n'a plus besoin de mourir, si on n'a plus besoin de changer, plus besoin de dynamique, effectivement, tous ces modèles-là, ils sautent, hein. Ou Mais je peut-être pense que qu'on va devenir ouais, immortel. Ça, j'en suis convaincu, c'est notre objectif. Mais, pour être honnête, je suis plus autant ces sujets qu'avant. peut-être qu'après on peut imaginer que cette, dynamique de renouvellement puisse se faire avec la technologie. Si imaginons, on fusionne avec la machine, peut-être que ça va nous donner, une autre vision, une autre perspective sur la réalité aussi et donc peut-être, changer notre vision sur, Ouais. Qu'est-ce que comment ça va être changer les choses. avec la machine? À partir de quand tu deviens une machine? Est-ce qu'une puce dans le cerveau, tu es une machine? Est-ce que c'est 10 puces? Mmh. Est-ce que c'est 80% de ton corps? Si, tu sais, c'est la même question que la question de l'identité, hein. Si aujourd'hui je t'enlève une cellule de ton corps, tu es encore la même personne. Normalement, tout le monde pense ça, mais si je t'en enlève la moitié, est-ce que c'est encore toi? Si je te change la moitié aussi d'une partie de tes cellules avec, ton ADN, est-ce que c'est encore toi? C'est toutes ces Mmh. questions-là, en fait, que ça pose. Qui est-ce qu'on est, quoi? Et du coup, une question, sur l'écologie et la collapsologie. Ce sont des sujets extrêmement, populaires en France. Quel est ton avis là-dessus et qu'est-ce que tu dirais aux écologistes et aux collapsologues, qui pensent que l'intelligence artificielle, est un gros problème, pour, l'écologie parce que ça consomme énormément d'énergie, de puissance de calcul? Qu'est-ce que tu leur dirais par rapport à ça? Parce que c'est souvent une question ou une remarque que les écologistes font. Ouais, c'est des questions que j'ai très souvent en conférence, l'écologie, les ressources, et cetera. Bah, j'ai conscience des problèmes, écologiques, j'ai conscience de l'urgence, mais je fais partie de ceux qui font le pari que la technologie nous aidera à adresser ces problèmes. Je sais que c'est controversé, mais, on est tellement en danger d'un point de vue écologique que je pense qu'il vaut mieux accélérer sur la tech et se donner une chance de réussir, grâce à la technologie, plutôt que de ralentir et de rater cette chance. Mmh. Donc c'est soit Heu, on accélère, on n'y arrive pas et on meurt tous, fine, soit on accélère et on trouve des solutions.
mais je ne fais pas partie de ceux qui veulent ralentir, décroître. Au contraire, je pense que c'est l'innovation, la création de valeur qui nous sortiront de là. OK, ouais, tu penses pas qu'on doit revenir à l'époque des calèches alors? Non, je pense pas et surtout, je pense que non, on est nombreux à penser ça, hein, que les écologistes qui disent ça ont plus une idéologie anticapitaliste qu'une vraie Exactement. idéologie, écologique, hein. Je pense que c'est vraiment, se cacher derrière ce drapeau-là, juste pour être, contre le marché. OK, et donc si tu dois choisir entre ces futurologues en termes de vision, tu choisirais qui? Alors, Ray Kurzweil, Yuval Noah Harari, Nick Bostrom, Yves Cochet ou Laurent Alexandre? Je sais pas ce qu'il fait là-dedans, Yves Cochet, hein, mais, Ah, collapsologue, donc en soi, il est, une personne qui voit le futur, mais peut-être pas d'une façon qu'on alors aimerait, voir nous, en tout cas. parce que, alors le pionnier pour moi, c'est Ray Kurzweil sans hésiter, parce qu'il a tout dit et tout est dans ses prédictions. Il s'est très peu trompé comme tu le disais et je suis très proche de ses convictions. Et Yuval Noah Harari, je suis un peu gêné parce que, quand il a sorti son livre Homo Deus, en fait, moi, je connaissais déjà toutes ses thèses elles ont déjà été dites par d'autres, par Ray Kurzweil, et cetera. Et sur les assistants intelligents, sur l'expertise, tout ça, moi, je le disais déjà aussi dans mes conférences de 2015. D'ailleurs, une fois, il y a un type qui m'a accusé d'avoir récupéré les thèses d'Harari dans une conférence en 2018. Je lui ai dit: «Mais regardez ma conférence de 2015, c'était avant son bouquin et je disais déjà ces trucs-là». Donc Harari, pour moi, il a émergé, mais enfin, il a émergé sur toutes ses thèses, mais en réalité, ce qu'il disait était déjà dit par beaucoup d'autres, dont Ray Kurzweil. Mais il a fait une très bonne synthèse. Et je partage évidemment. Synthèse quand même plus pessimiste quand même que Ray Kurzweil. Ouais, lui, il est parce qu'il a un côté un peu, humaniste, bouddhiste, mais ses idées se tiennent aussi, hein. Harari pense aussi qu'on est des algorithmes, hein, comme les bouddhistes, hein, d'ailleurs. Les bouddhistes disent exactement la même chose. Ensuite, Nick Bostrom, bah, je suis très proche de sa thèse, de la singularité. Puis j'aime bien aussi sa thèse sur la simulation, son papier sur la simulation. Et Laurent Alexandre, bah, Laurent, c'est c'est l'un des types les plus intelligents que j'ai rencontrés de ma vie. Enfin, vraiment, c'est le type qui est capable de faire la synthèse de tout ça et de passer ses idées. Enfin, vraiment, Laurent est très. C'est perturbant. La première fois que je l'ai rencontré et je ne savais pas qu'il était aussi intelligent, j'ai commencé à lui expliquer des trucs. Et en fait, c'est perturbant parce qu'il avait déjà fait la conclusion de ce que j'allais lui dire. Puis il avait même fait la conclusion de la conclusion et les conséquences de la conclusion auxquelles j'étais même pas allé. Et c'est très perturbant. Et quand vous comprenez comment il fonctionne, en fait, c'est pas un hasard qu'il arrive à faire une espèce de grosse synthèse et d'aller encore plus loin que ses auteurs. Tout ce qu'a dit Harari aussi, Laurent l'a dit dans des articles depuis 10 ans, hein. Et du coup, si tu veux faire un choix, alors ça serait Je qui? dirais Ray Kurzweil parce que c'est le plus ancien. OK, c'est le papy. Ouais, mais ils ont tous leur rôle, je veux dire, Mmh. il a un track record, on pense la même chose, et cetera. Harari, il a fait une très grosse synthèse qui a eu un gros impact dans le monde. Laurent Alexandre, il fait la même chose avec des très bonnes analyses pour la France. Et Nick Bostrom, je le mets un peu à part. C'est vraiment un philosophe qui nous apporte des idées sur ce que c'est que l'humain et ce que c'est que la tech. Mais je le mets pas dans les prospectivistes, Nick Bostrom. Je le mets vraiment dans les OK. philosophes. OK. Et du coup, l'avenir, tu vois qu'il est plutôt solarpunk ou cyberpunk? Alors, pour expliquer ce que c'est le solarpunk, c'est un avenir, plutôt où la société fonctionne de façon horizontale, en cohésion avec la technologie, l'humanité et la nature. Donc, c'est vraiment une société plus égalitaire. Alors que le cyberpunk, c'est une société qui fonctionne à fond sur la cybernétique, l'intelligence artificielle et les méga corporations, donc vraiment une société beaucoup plus dystopique, avec une qualité de vie, assez faible pour, le peuple, moyen, mais par contre une qualité de vie extrêmement élevée pour, les gens riches. Comment tu vois l'avenir toi? Est-ce que tu penses que c'est plutôt un avenir, solarpunk ou un avenir, cyberpunk? Moi, je suis plus dans ce cas-là, un peu plus solarpunk parce que moi, ce que je crois, c'est que à court terme, ce sera cyberpunk, comme tu dis, avec des élites, des gens qui auront accès à ces technologies, qui vont s'en sortir beaucoup mieux que les autres. Mais à moyen terme, tout va se commoditiser et tout le monde aura accès aux mêmes choses. Mais à long terme, je crois qu'à long terme, en fait, le monde, c'est Matrix. C'est qu'on est tous connectés à des machines qui vont nous donner une réalité meilleure que le réel et qu'on préférera vivre là-dedans. Parce qu'en réalité, c'est déjà le cas. On vit déjà dans une réalité qui est unique pour nous, qui s'appelle notre cerveau, qui construit le monde et en fait, on le voit de manière subjective comme on veut, hein. Chacun voit le réel comme il veut. Et je pense que ça va être exacerbé et qu'à terme, si on rajoute de la technologie, bah, c'est Matrix. C'est-à-dire que chacun vit un peu dans son monde artificiel, avec du bonheur peut-être artificiel, avec une abondance peut-être aussi artificielle,
mais vraiment où chacun se construit son monde et finit par y être épanoui d'une manière ou d'une autre. C'est un peu plus proche, si tu veux, du meilleur des mondes que de 1984. Mmh. Bah, d'ailleurs, justement, en parlant de ça, c'est quoi ton film, ton livre ou ton jeu vidéo favori de tous les temps? Ah, il y en a tellement. Je peux pas en choisir qu'un seul, hein, si c'est des livres, hein. Les livres, bah, tu sais, paradoxalement, moi, j'aime bien les gens qui ont enfin, les auteurs qui ont craqué la nature humaine. Tu vois, par exemple, Balzac et Proust. Moi, j'ai découvert ça, assez tardivement quand j'étais étudiant où vraiment j'ai dévoré ça. Quand tu lis Balzac, en fait, j'avais une prof de rhétorique qui nous avait dit, à Sciences Po: «Quand vous avez lu Balzac, ou Proust, vous avez plusieurs vies d'avance» et c'est vrai, en fait. Il t'explique tellement le fonctionnement des humains et les différents types d'humains qui existent, que quand tu as lu ça, tu connais les gens d'avance, tu sais comment ils vont se comporter, comment ils vont agir et c'est assez fascinant, en fait. On est tous dans des boîtes, dans des cases. Les humains détestent qu'on leur dise ça, mais c'est vrai et ces gens-là te permettent de lire les humains d'une manière très précise, très fidèle à la réalité. Puis ensuite, tu recroises tous ces personnages dans la vie de tous les jours. Donc, je dirais vraiment des auteurs réalistes comme Balzac et Proust. Mmh. Proust, la version 20e de Balzac, en gros, hein, j'exagère un peu, mais c'est l'idée. Euh, ouais, en matière d'auteur, je dirais que c'est ça. Paradoxalement, je lis pas trop d'auteurs de science-fiction. Je m'intéresse beaucoup plus aux prospectivistes qui redisent la même chose de toute façon. Mais si je devais choisir qu'un seul auteur, ouais, ce serait ça, ce serait Balzac, sans hésiter. OK. Et du coup, tu joues, aux jeux vidéo aussi ou pas? Non, moi Est-ce que tu as le temps? j'aime pas les jeux vidéo. Ouais. J'aime pas l'idée qu'un humain ait créé un espèce de piège pour mon esprit, pour m'enfermer dedans. OK, je comprends. Et donc, dernière question, est-ce que tu as un conseil pour la jeunesse, pour les gens qui vont se lancer dans la vie active, surtout par rapport au tsunami technologique qui est en train d'arriver, Ouais, qu'est-ce que tu leur dirais de faire, alors je peux c'est un seul ou je peux en donner plusieurs? ouais, tu peux en donner plusieurs, ouais. Alors, 1er conseil, hyper paradoxal, n'écoutez jamais les conseils. Ça, c'est le premier. Donc 2e conseil, du coup, faut pas m'écouter, mais j'avais besoin de dire le premier. 2e conseil, c'est le conseil de Fitoussi dans Thinkerview, là, dans son interview que j'avais trouvé génial et que je reprends. Donc allez voir son interview. Il a dit: «Ne devenez jamais salarié. C'est la plus grosse arnaque de notre époque. Et je ne comprends pas qu'on n'en parle pas plus, y compris que les politiques ne cherchent pas à changer ce modèle, et cetera, parce que ça ne fonctionne pas. C'est gagnant pour personne, le salariat. Et troisièmement, n'ayez pas peur et surtout cultivez les meta-skills, c'est-à-dire les skills qui permettent d'acquérir toutes les autres. S'il y a une seule compétence que vous devez développer, c'est celle qui marche à toutes les époques, c'est la capacité à convaincre. Si vous savez convaincre à l'écrit, à l'oral ou persuader, hein, si vous utilisez des émotions, vous serez épanoui. C'est la compétence la plus importante de notre époque. OK, très bien. Ben, en tout cas, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup Stéphane, d'avoir accepté mon invitation. Bah, c'était une Avec plaisir, discussion, merci de m'inviter. très instructive et j'espère qu'on se reverra bientôt pour reparler de ces sujets à l'avenir. Mais en parlant d'avenir, surtout n'hésitez pas à lire le livre, Disruption. C'est un livre, toujours d'actualité et C'est ça. surtout pour comprendre, les enjeux de demain, notamment le monde du travail. Merci beaucoup et à bientôt et au revoir les futuriens.